C'est l'heure de l'information sur la TV7. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de me choisir. Au sommaire de cette édition, le Togo est le pays africain qui progresse le plus en matière de politique et d'institutions publiques. C'est ce qu'indique le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des politiques publiques en Afrique CPIA 2023. Des précisions à suivre. Aussi, le pays poursuit sa politique de digitalisation très prochainement. Les producteurs et promoteurs agricoles pourront se faire délivrer des certifications phytosanitaires digitales, une nouvelle disposition qui tend à faciliter l'exportation des produits agricoles. Nous ferons le point. Au-delà de nos frontières au Nigeria, les membres des deux principaux syndicats, le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress, ont annoncé lundi la suspension de leur appel à la grève nationale, une décision qui fait suite à la série de mesures annoncées pour compenser la hausse du coût de la vie au Nigeria. Et en Tunisie, l'appui financier annoncé par l'Union européenne dans le cadre de l'accord pour la lutte contre la migration est rejeté par le président Kais Saied. Nous évoquons les précisions sur cette nouvelle prise de position par le président dans un instant. C'est tout pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Gouvernance économique à l'entame de cette édition, des avancées remarquables pour le Togo en ce qui concerne la gestion des réformes et la gestion publique. C'est ce que révèle le tout dernier rapport du Country Policy and Institutional Assessment CPIA 2023. On va en détail dans ce reportage conjointement réalisé par Promise Pomegbe et Kofi Plégué. Selon le récent rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des politiques publiques en Afrique, le Togo continue d'améliorer ses performances dans la gestion des réformes et la gestion publique. Le Country Policy and Institutional Assessment, CPIA, s'appuie dans son évaluation sur 16 critères concentrés en 4 groupes: gestion économique, politique structurelle, politique de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, gestion et institutions du secteur public. Le score du pays à la récente parution du dit rapport s'établit à 3,7 points. Il enregistre ainsi la plus forte progression en 2022 en Afrique et s'établit dans le top 5 africain. En effet, l'on doit ce progrès aux réformes institutionnelles et économiques entreprises depuis 2017, où le score du pays se fixait encore à 3 points. Le rapport souligne qu'en dépit des défis, l'on note des avancées dans le secteur du commerce grâce aux réformes portant sur les échanges et les services logistiques, dont l'adoption d'une loi d'orientation pour le secteur des transports et la numérisation des procédures douanières. Le secteur financier n'est également pas du reste, puisque l'introduction de la loi relative à l'affacturage, la nouvelle stratégie d'inclusion financière, l'utilisation efficace du bureau de crédit et la privatisation de l'International Business Bank Togo sont des évolutions que souligne la Banque mondiale. Parlons éducation à présent. Pour le compte de cette année scolaire, les États-Unis vont soutenir le programme de cantine scolaire. L'appui financier annoncé pour une valeur globale de 33 millions de dollars va couvrir le quotidien de milliers d'apprenants sur une période de 5 ans. Les détails d'Harold Messan-Addo. Dans un contexte où de nombreuses familles font face à une précarité persistante en cette nouvelle année scolaire, la question cruciale de l'alimentation des élèves semble progressivement trouver des solutions grâce au programme de repas scolaires au Togo. Ainsi, plus de 200 écoles à travers le pays bénéficieront du soutien alimentaire des États-Unis grâce au programme déployé sur le terrain par le Catholic Relief Service CRS basé à Baltimore. Cette initiative vise à offrir des repas quotidiens à environ 155 000 élèves pendant 5 ans, comprenant plus de 5 000 tonnes d'huile végétale, de pois, de riz, de semoule de maïs et de produits locaux d'une valeur totale de 33 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de francs CFA. Ces ressources proviennent du département d'État américain en charge de l'agriculture via le programme international McGovern-Dole d'alimentation pour l'éducation et la nutrition des enfants. Ce programme vient compléter d'autres initiatives au Togo, notamment le programme de cantine scolaire qui a bénéficié à 94 712 élèves en 2021, fournissant plus de 14 millions de repas chauds dans 337 écoles. Géré par l'Agence nationale pour le développement à la base ANADEB, depuis 2008, il a permis la distribution de 75 millions de repas chauds grâce au soutien de divers partenaires.
Le respect du cursus scolaire, c'est désormais l'une des nouvelles priorités du ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire. Dans une note circulaire rendue publique hier, l'autorité met en garde les encadreurs qui s'obstineraient à poursuivre cette pratique. Bernard Canvi revient sur le sujet avec quelques précisions dans ce reportage. Les autorités togolaises en charge de l'éducation partent en guerre contre le non-respect de la durée du cursus scolaire. Dans une note circulaire rendue publique lundi, le ministre Komlan Kokoroko des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat déclare qu'il est impératif de respecter la durée du cursus scolaire tel que défini par les réglementations éducatives. Le respect de ces réglementations qui est de 6 ans au primaire, 4 ans au secondaire 1 qui est le collège et 3 ans au lycée vise à préserver le bien-être et le développement équilibré des apprenants selon le ministre. Ainsi, cela permettra à chaque élève d'acquérir les bases solides nécessaires pour réussir dans les niveaux académiques ultérieurs et surtout prévenir le surménage et le stress liés à des attentes académiques excessives. L'autre aspect qui interpelle les autorités de l'éducation, c'est l'inscription d'élèves dans les classes préparatoires en dessous de l'âge requis. Rappelons que les conséquences de ces pratiques sont nombreuses puisqu'au-delà de la maturité intellectuelle, la maturité émotionnelle de l'enfant entre également en jeu. Puis, avant de fermer le registre éducatif, retenez également que l'obtention du baccalauréat ne sera désormais possible qu'à partir de l'âge de 16 ans, toujours selon le ministère en charge de l'éducation primaire et secondaire. Tout autre sujet dans cette édition, le numérique s'invite désormais pour rehausser les échanges commerciaux agricoles entre le Togo et ses partenaires occidentaux. Les producteurs et promoteurs agricoles auront la possibilité de se faire délivrer des certifications phytosanitaires digitales dans les prochains jours. Jeannette Toy, Nadège Arlidia. La digitalisation des services publics est un atout majeur dans le développement du Togo. Mise en ligne en 2017 et mise à jour en juillet 2022, le portail numérique est l'une des réalisations phares dans ce processus. On note plus de 100 000 demandes enregistrées sur ce nouveau portail numérique en seulement un an. Parlons de digitalisation, les producteurs et les promoteurs agricoles pourront bientôt demander et obtenir leur certificat phytosanitaire en ligne grâce au projet e-Phyto. Ceci va faciliter l'exportation des produits agricoles vers 115 pays dans le monde. L'initiative mise en place depuis 2011 par la Convention internationale pour la protection des végétaux, CIPV, vise à faciliter les démarches administratives en vue de l'obtention de ce document en dématérialisant notamment toutes les procédures. Selon les autorités de tutelle, le système e-Phyto est un hub qui permet à chaque pays de s'interconnecter pour échanger des informations relatives à la certification électronique ou à la qualité des produits. Pour les exportations jusque-là, confrontées à des difficultés allant de la lenteur des délivrances à des modifications frauduleuses pouvant mener au rejet des certificats, il s'agit d'une étape significative qui sera franchie. Pour rappel, le pays ambitionne d'ici 2025 de dématérialiser 20 services publics avec en toile de fond la digitalisation de 115% des démarches administratives. Au Togo, la situation des travailleurs domestiques ne connaît toujours pas encore une suite favorable. Au lieu de s'améliorer, elle ne fait plutôt que se détériorer. Plus d'une décennie après, plusieurs pays dont le Togo ont de la peine à ratifier la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail réglementant le travail domestique. Constat fait par Kofi Kligé, reportage. L'inquiétude monte au sein des organisations de protection et de défense des droits des travailleurs domestiques au Togo. Les conditions de vie et de travail des domestiques, au lieu de s'améliorer, continuent par se dégrader au point où les acteurs se demandent quand est-ce que le Togo se décidera-t-il, sur le plan juridique, à assurer un travail décent aux domestiques. Faire la cuisine, s'occuper de la propriété des lieux, s'occuper des enfants et parfois des personnes âgées, telles sont les principales tâches auxquelles ces travailleurs sont attelés. 80% de ces travailleurs sont des femmes. D'après une récente étude sur les travailleurs domestiques, l'état des lieux est alarmant. Actuellement, plus de 21 807 personnes travaillent comme domestiques. 28% sont analphabètes et 47% ne disposent pas de contrat écrit.
Seulement 25% des domestiques ont un salaire qui franchit la barre de 27 000 francs CFA et 77% ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui fait qu'en cas de maladie, 61% de ces travailleurs domestiques se soignent à leurs propres frais. Les violences font aussi partie du quotidien de 50% des travailleurs domestiques togolais. Si l'Organisation internationale du travail OIT a approuvé depuis 2011 une convention dite 189 pour améliorer les conditions de vie et de travail des domestiques, la ratification de cette convention ne rencontre pas encore un avis favorable du gouvernement togolais. Par ailleurs, la nouvelle étude ressort que 35% des travailleurs domestiques sont des mineurs. Officiellement, à l'échelle internationale, le domaine de la santé dispose désormais d'un second vaccin antipaludique chez l'enfant. Il s'agit du R21 Matrix M. Il a été validé en début de semaine par l'Organisation mondiale de la santé. On voit cela dans ce reportage signé Nadège Arlija. En début de semaine, l'Organisation mondiale de la santé a donné sa carte blanche pour l'administration du second vaccin antipaludique R21 Matrix M. Ce vaccin est prédestiné aux enfants de 5 à 36 mois, car étant les principales victimes du paludisme. Cette validation de l'OMS apporte beaucoup de certitude sur la qualité du dit vaccin, rassure et donne la possibilité à un plus grand nombre de pays dans le monde d'en profiter. En Afrique, le R21 Matrix M, qui jusque-là était proposé seulement au Ghana, au Nigeria et au Burkina Faso, va s'étendre à d'autres pays du continent, sachant qu'il est l'endroit le plus touché par la maladie. L'efficacité évaluée de ce vaccin dépasse la barre des 75% et les décideurs du domaine de la santé pensent pouvoir éradiquer le paludisme avec d'ici 2040. Le R21 Matrix M, pour information, n'est pas la grande première. Il vient en complément au RTSS, le premier vaccin antipaludique proposé et validé par l'OMS chez l'enfant. C'est en raison de la demande importante des patients qui reste encore difficile à couvrir. Contrairement à l'ancien vaccin qui était fabriqué par le GSK, le nouveau sera produit par la grande firme de fabrication de vaccins, le Serum Institute of India. Les données officielles parlent déjà de 100 millions de doses à mettre à disposition annuellement. Cela promet une prévention efficace contre le paludisme qui se combat depuis la nuit des temps. L'on précise pour l'heure que sur le plan national, il n'y a pas encore de sortie officielle du gouvernement confirmant l'administration du nouveau vaccin dans le pays. On en parlait à l'entame de cette édition au Nigeria, le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress, les deux principaux syndicats du pays, ont décidé de surseoir pour une durée de 30 jours leur appel à la grève illimitée. Des compromis auraient été trouvés entre eux et les autorités du pays. Le compte rendu. La grève devait débuter ce mardi et risquait de paralyser tout le Nigeria. Le mouvement a été évité in extremis après des discussions entre le gouvernement et les deux principaux syndicats du pays. En cause, la hausse du coût de la vie. En août, les deux syndicats avaient déjà appelé à la grève pour les mêmes raisons. De nombreuses entreprises, administrations et marchés avaient été fermés dans la capitale Abuja. Le NLC et le TUC acceptent de suspendre pour 30 jours la grève nationale illimitée, prévue à partir du mardi 3 octobre 2023. Ce document sera déposé auprès du tribunal compétent dans un délai d'une semaine en tant que déclaration de volonté du gouvernement fédéral. Pour calmer les syndicats, le gouvernement a annoncé notamment une hausse pendant 6 mois du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés, ainsi que des transports publics moins chers. Des mesures pour compenser l'impact des récentes réformes économiques. Nous avons signé un accord et nous avons signé cet accord en étant convaincus que le gouvernement agira avec la plus grande bonne foi. Nous avons signé cet accord en étant convaincus que chacun de ces éléments pourra être mis en œuvre. Nous prenons chaque point de cet accord très au sérieux. Nous souhaitons également réitérer que nous attendons une mise en œuvre à 100% et non à 99%. Bola Tinubu a supprimé les subventions sur les carburants et laissé flotter la monnaie nationale, ce qui a entraîné une dévaluation.
Pour les Nigérians, les conséquences de ces réformes sont un triplement du prix de l'essence et une inflation de 25%. Et puis dans le reste de l'actualité, toujours au Nigeria, au moins 40 passagers sont portés disparus et présumés morts après le naufrage d'un bateau landé sur le fleuve Niger dans le nord-ouest du Nigeria. 10 passagers ont pu être secourus selon les autorités locales du district de Yori. 2 jours plus tôt, il faut le rappeler, 10 personnes étaient mortes noyées et 3 portées disparues dans le naufrage d'un bateau sur un lac dans le nord-est du Nigeria. Du carburant à base de déchets plastiques. Et oui, ce sera très prochainement possible, mais au Kenya, une entreprise du pays s'est lancée dans la transformation des déchets plastiques en carburant. Mais comment cela marche-t-il exactement? Nous vous laissons le découvrir dans le reportage qui suit. Faire le plein de votre voiture avec du carburant issu des déchets, au Kenya, cela pourrait bientôt être possible. Dans ce pays, un entrepreneur s'est lancé dans la transformation des plastiques en carburant. L'entreprise ProGreen Innovations Limited utilise la pyrolyse, technique consistant à chauffer le plastique à des températures très élevées en l'absence d'oxygène. Le processus comporte plusieurs étapes. Vous obtenez les déchets plastiques qui doivent être broyés. Une fois broyés, ils doivent être nettoyés puis chargés dans le réacteur. À la sortie, il y a le processus de chauffage. Ce processus n'utilise pas d'électricité, mais notre propre carburant que nous appelons briquette. La briquette est composée de déchets de biomasse et d'une combinaison de charbon noir qui provient des déchets du réacteur. Il y a ensuite le processus de condensation suivi de l'étape d'évaporation. En fait, on vaporise dans le condensateur, puis on recueille le carburant. Le carburant est produit grâce à la conversion en liquide par condensation des gaz obtenus lors de la pyrolyse. L'entreprise a la capacité de produire 1000 litres de carburant tous les 2 ou 3 jours. Nous produisons 2 types de carburants alternatifs. Le premier étant l'essence. Elle est utilisée pour les machines de petite et moyenne taille. Nous avons donc des tronçonneuses, des pompes à eau, des tondeuses à gazon et n'importe quelle petite machine. Quant au carburant diesel de substitution, il est utilisé pour les moteurs diesel de grosse cylindrée, les générateurs, les véhicules également. Et c'est ce que j'utilise dans mon propre véhicule. Muritu utilise son carburant pour faire fonctionner le broyeur de plastique, les tronçonneuses et même sa propre voiture. Son entreprise ne vend pas encore son carburant. Elle doit encore obtenir l'approbation du Bureau des normes du Kenya. Et il y a également cette actualité en Tunisie. Kais Saïed, le président du pays, a refusé de recevoir l'offre financière de l'Union européenne destinée à renforcer la lutte anti-migration. Lundi, le chef d'État tunisien a précisé que les fonds alloués étaient insuffisants. D'autres précisions dans ce reportage. Kais Saïed a rejeté lundi les fonds alloués à son pays par l'Europe. La Commission de l'Union européenne s'apprêtait en effet à verser quelques 42 millions d'euros à Tunis, auxquels s'ajoutent 24,7 millions d'euros déjà prévus dans le cadre de l'accord portant sur la lutte contre l'immigration clandestine, conclu par les 2 parties en juillet et qui porte sur 105 millions d'euros. Kais Saïed juge les sommes annoncées dérisoires et refuse d'accepter pour son pays ce qui s'apparente selon lui à de la charité. L'Union européenne, confrontée à l'arrivée massive de migrants, compte sur Tunis pour tenter d'inverser la tendance. L'enveloppe, annoncée le 22 septembre, doit servir en partie à la remise en l'état de bateaux utilisés par les gardes-côtes tunisiens et à la coopération avec des organisations internationales, à la fois pour la protection des migrants et pour des opérations de retour de ces exilés depuis la Tunisie vers leur pays d'origine. Nous partons pour la Libye à présent. La reconstruction de l'Est du pays dévasté par des inondations meurtrières continue par susciter de vives inquiétudes même au sein de la communauté internationale. Alors que les autorités libyennes ont reporté la conférence de reconstruction du pays sur le mois prochain, les Nations Unies quant à elles exigent une réunification pour une reconstruction efficace. Les détails.
Le projet de reconstruction de la ville de Derna et de ses environs après les inondations dévastatrices dans l'est de la Libye suscite des inquiétudes au niveau international. La mission de l'ONU en Libye a appelé les autorités libyennes et la communauté internationale à mettre en place un mécanisme national libyen unifié pour la reconstruction et pour garantir la transparence et le contrôle. Le chef de la mission, Abdoulaye Bathily, a réclamé une évaluation crédible, indépendante, objectif des dégâts et des besoins et des mécanismes transparents dans l'attribution des contrats et des marchés publics. Le gouvernement de l'Est avait annoncé une conférence internationale pour la reconstruction de Derna pour le 10 octobre avant de la reporter à début novembre. Il a indiqué avoir déjà évalué les dégâts et les montants des indemnités à verser aux sinistrés. De son côté, le gouvernement de l'Ouest a annoncé dimanche une enveloppe d'environ 18 millions de dollars pour l'entretien d'écoles endommagées par les inondations. Ces inondations provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de 2 barrages en amont de Derna ont fait des milliers de morts et de disparus et plus de 40 000 déplacés. Et en Algérie, Toufik Akar n'est plus le PDG du géant gazier et pétrolier public algérien Sonatrach. Il a été limogé. L'annonce a été faite lundi par la télévision publique algérienne qui n'a cependant pas précisé les raisons de cette décision. Le poste de PDG du groupe Sonatrach revient désormais à Rachid Hachichi. Pour information, le groupe Sonatrach est détenu à 100% par l'État algérien qui en tire 60% de son budget et 95% de ses recettes à l'exportation. Sonatrach géant qui regroupe les activités d'exploration, de production, de raffinage et de transport du pétrole et du gaz a été secoué ces dernières années par une série de scandales financiers et de corruption qui ont fait l'objet d'enquêtes en Algérie ainsi qu'à l'étranger. Alors que la situation sécuritaire se détériore davantage en Haïti, les Nations Unies ont donné leur accord pour l'intervention militaire du Kenya dans le pays. La résolution a été prise hier au Conseil de sécurité des Nations Unies par 13 voix. Le compte rendu. Le Kenya va déployer un effectif de 1000 hommes pour la force internationale qui va être opérationnelle en Haïti. Une résolution adoptée par le Conseil de sécurité lundi par 13 voix pour et 2 abstentions a validé la création de cette mission multinationale de soutien à la sécurité pour une période initiale de 12 mois avec une réévaluation au bout de 9. Elle vise à apporter un soutien opérationnel à la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies a marqué l'histoire en autorisant la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous sommes intervenus pour créer une nouvelle façon de préserver la paix et la sécurité mondiale, répondre aux appels répétés d'un État membre confronté à une crise multidimensionnelle dans une spirale alarmante de la violence des gangs. Avec la participation de pays du monde entier et avec un grand merci au Kenya d'avoir envisagé positivement de diriger la communauté internationale, nous pouvons maintenant aller de l'avant avec une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Sous la pression de la Chine, la résolution généralise l'embargo sur les armes légères et munitions, jusqu'ici uniquement applicable aux chefs de gang visés par le régime de sanctions mis en place en octobre 2022. De plus, elle laisse aux futurs participants de la force le soin de déterminer le calendrier et la composition de la mission en coopération avec Port-au-Prince. Ce sera donc tout pour l'édition de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de la 7. Portez-vous bien, on se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de soirée chez vous.